Je précise que ce travail, on peut le faire avant, on peut le faire après avoir écrit le premier jet, en fonction de ce que vous préférez. Ça peut être rassurant de le faire en amont, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont se préciser dans l'écriture, et pas forcément des choses qui vont se définir dans l'écriture, mais ça peut être des questions qui émergent pendant que j'écris. C'est-à-dire que je vais écrire une scène d'interaction entre deux personnages, et là je me rends compte que je ne maîtrise pas assez bien les codes du monde dans lequel ils vivent. Et encore une fois, le monde, c'est le microcosme dans lequel ils existent, c'est-à-dire la relation entre eux et les gens qui partagent cette même culture avec eux. Cette question, je vais la noter dans le travail de réécriture. Avant d'amorcer le travail de réécriture, il va falloir que je définisse ça. Donc le travail de construction de l'univers, il peut être en amont ou en aval de l'écriture. Souvent, il est à la fois en amont et à la fois en aval. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'univers d'écriture, enfin d'univers du projet. L'univers d'écriture et l'univers du projet, c'est deux choses un petit peu différentes. L'univers d'écriture, ça va être toute la topographie, toute la géographie de ce que j'écris. Donc, quels sont les genres dans lesquels j'écris, quels sont les univers au sens où on va en parler aujourd'hui, dans lesquels j'écris, quels sont les personnages, quels sont les archétypes, quelles sont les thématiques, tout ça, ça va être l'univers d'écriture. Aujourd'hui, je voudrais plutôt parler d'univers narratif. L'univers narratif, c'est l'univers à l'intérieur duquel se passe l'histoire que je suis en train d'écrire. Et je vais en parler du point de vue de la gestation et de la génération d'idées. Quand je parle d'univers, souvent, les personnes qui écrivent de la littérature blanche ou de la littérature contemporaine me disent « Ah, ça me concerne pas, je m'en vais ». L'univers, pour moi, c'est pas juste ce qu'on appelle le world building, la création de monde. C'est pas simplement quelque chose qui est réservé aux littératures dites de l'imaginaire. Pour moi, toute écriture, elle est imaginaire. Parce que même si j'écris sur mon quotidien, même si j'écris sur les gens qui m'entourent, je projette des choses sur eux. Je projette des histoires qui pourraient leur arriver. Je projette mon interprétation de ce qu'ils vivent. Et quand je fais une histoire, je suis obligé de tordre la réalité avec mon imagination pour créer de l'intensité dramatique, pour créer de la cohérence dramatique. Quand je trie, si je fais de la biographie, quand je trie dans les événements que je choisis de raconter, je suis en train de faire de l'imaginaire, je suis en train de faire rentrer la vie de quelqu'un dans un imaginaire de cette vie. Donc pour moi, toute littérature, elle est littérature de l'imaginaire. Alors après, évidemment, quand on fait de la fantasy, quand on fait du fantastique, quand on fait de la magie, quand on fait de la science-fiction, on est dans un imaginaire beaucoup plus marqué et on est dans un travail d'imagination, j'ai pas envie de dire plus important, mais en tout cas plus lisible, plus visible que quand on fait du contemporain. Pour moi, il y a dans le travail de documentation aussi la question de comment je nourris mon imaginaire du monde sur lequel je suis en train de me documenter. Je vais choisir certaines sources pour me documenter, je vais m'en emparer, je vais construire une représentation de ce que je suis en train d'apprendre sur ce monde-là. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est donc de vous dire que même si vous faites de la littérature pas estampillée littérature de l'imaginaire, la question de l'univers, elle est importante pour vous. L'univers, une définition simple, c'est tout le contexte de l'histoire. Donc ça va être les lieux et les personnages, et ce qui est très important pour moi, la culture. La culture au sens anthropologique, c'est-à-dire comment les gens de ce monde-là fonctionnent entre eux, quels sont les codes explicites et implicites de comportement, les codes sociaux de ce microcosme d'humains. Et ça peut être une famille, ça peut être une entreprise, ça peut être une école, ça peut être toute une société, tout un pays. Il y a dans ces microcosmes-là des règles de fonctionnement qui régissent la manière dont les gens interagissent, qui régissent les comportements qui sont autorisés, pas autorisés, les tabous, les comportements qui sont récompensés, qui dictent un petit peu les valeurs communes à ce groupe-là. Quand on travaille sur l'univers, c'est notre travail de faire émerger ces choses-là. Donc on va pas le faire forcément de manière hyper systématique, mais on va faire en sorte d'avoir le souci de cette question de la culture, du monde qu'on est en train de créer. Parce que quand on a une culture forte, bien pas forte au sens où elle est très lisible, mais quand nous on a une culture qu'on se représente bien, on va pouvoir créer plus facilement un sentiment de cohérence, on va pouvoir plus facilement créer le sentiment d'une unité pour le monde qu'on est en train de développer. Donc on va être en termes de méthodo sur un truc un petit peu subtil où c'est à vous de voir jusqu'où vous avez envie d'aller. Ça peut être très facilement séduisant de passer beaucoup de temps à construire un univers. C'est pas forcément très utile. Donc moi, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est poser les quelques jalons nécessaires pour pouvoir avancer correctement dans une histoire. Je précise que ce travail, on peut le faire avant, on peut le faire après avoir écrit le premier jet. En fonction de ce que vous préférez, ça peut être rassurant de le faire en amont, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont se préciser dans l'écriture, et pas forcément des choses qui vont se définir dans l'écriture, mais ça peut être des questions qui émergent pendant que j'écris. C'est-à-dire que je vais écrire une scène d'interaction entre deux personnages, et là je me rends compte que je ne maîtrise pas assez bien les codes du monde dans lequel ils vivent, et encore une fois le monde c'est le microcosme dans lequel ils existent, c'est-à-dire la relation entre eux et les gens qui partagent cette même culture avec eux. Cette question, je vais la noter dans le travail de réécriture. Avant d'amorcer le travail de réécriture, il va falloir que je définisse ça. Donc le travail de construction de l'univers, il peut être en amont ou en aval de l'écriture. Souvent, il est à la fois en amont et à la fois en aval. Donc on va commencer par nommer
le microcosme. Où est-ce que ça se passe? Dans quel monde est-ce que ça se passe? Comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est dans une entreprise précise et je vais lui donner un nom? Est-ce que c'est dans une famille précise et je vais lui donner un nom? Est-ce que c'est dans une région, dans un quartier, dans une association, dans un groupe pas forcément institué, mais qui se... Par exemple, dans le monde des surfeurs, c'est pas dans une association de surf en particulier, mais ça va être plein de gens qui surfent, qu'on va retrouver et qui partagent une culture commune. Donc quel est le monde dans lequel ça se passe? Et à l'intérieur de ce monde-là, qu'est-ce qui m'intéresse? On va toujours partir de ce qui m'intéresse parce que si on se lance juste dans la création du monde, on va être dans quelque chose qui peut être potentiellement infini, ou en tout cas tellement complexe et tellement vaste qu'on s'y perd. Il ne faut pas oublier que nous, notre souci premier, c'est d'écrire une histoire et que par souci très pragmatique d'économie de temps, on va cibler nos efforts sur les quelques points qui sont importants pour raconter l'histoire qu'on a choisi de raconter. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse dans ce monde-là? Pourquoi est-ce que j'ai choisi le monde des surfeurs? Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette famille? Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette entreprise et pas une autre? Parce que ça va me permettre d'illustrer peut-être ma thématique, peut-être que dans cette culture-là, il y a un type de relation qui m'intéresse, qui sera plus facilement visible. Si je veux parler par exemple de mélodrame d'amitié, je sais que le collège, le lycée, c'est des endroits parfaits pour faire ça parce qu'on est dans une concentration de vie sociale hyper forte où les amitiés, elles sont souvent très excessives. C'est souvent le cœur, le centre de la vie des collégiens et des lycéens. C'est ça leur préoccupation principale. Donc c'est un monde qui se prête bien à traiter de ce sujet-là. Donc qu'est-ce qui m'intéresse? À partir de ce qui m'intéresse, je vais pouvoir choisir ce que je décide de préciser, de développer vraiment ou pas. L'objectif de ce travail, il est donc à la fois, comme je disais tout à l'heure, de créer de l'unité, mais il est aussi de créer de la singularité. C'est-à-dire que je vais faire émerger de mon travail de construction d'univers des éléments qui vont le singulariser, qui vont permettre de le reconnaître, qui vont permettre de donner plaisir à mon lecteur. L'objectif, c'est que mon lecteur, il ait envie de faire partie de ce monde-là. Ou au contraire, si je veux faire quelque chose d'un peu répulsif, si je veux dénoncer peut-être quelque chose, je veux construire un univers de telle sorte que mon lecteur va surtout pas avoir envie d'en faire partie, il va être très content de ne pas en faire partie. Mais dans les deux cas, ce qui est important, c'est de donner une identité forte à l'univers que je développe, de donner des sensations précises à l'univers que je développe. Donc, quelle est l'ambiance qui va s'en dégager? L'ambiance, c'est un truc qui n'est pas forcément facile à nommer, donc je vais aller le ressentir, ça peut être quelque chose que je ressens. Là encore, je peux utiliser un mood board, je peux utiliser des parfums, je peux utiliser une approche sensorielle pour le définir. Ensuite, quels sont les personnages qui existent dans cet univers? Donc là, on a un travail à la fois systématique et à la fois de curateur. Systématique dans le sens où on va commencer par lister des archétypes. Chez les surfeurs, il va y avoir le vieux surfeur expert, il va y avoir le vieux surfeur de 60 ans qui continue à surfer, il va y avoir le jeune beau qui vient de débuter. Je ne connais pas du tout le monde des surfeurs, mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'on commence par des archétypes. Une fois que j'ai mes archétypes, là encore, je vais filtrer à travers ce qui est intéressant et utile à mon histoire. Il y a certains profils de personnages qui apporteront plus de choses à mon histoire que d'autres, donc je vais me concentrer d'abord sur ceux-là, et ceux-là, je vais aller les nuancer. Donc je vais extraire de l'archétype peut-être des nuances, peut-être que si je veux travailler sur essentiellement l'archétype des vieux surfeurs qui regardent arriver la nouvelle vague, sans mauvais jeu de mots, la nouvelle vague de surfeurs avec un regard un peu critique, et je veux faire un truc, avoir un discours peut-être sur la transmission, ou sur le remplacement des valeurs avec les générations qui changent, peut-être un truc un peu comme ça, le passage du temps, je sais pas trop. Eh bien, je vais prendre mon archétype du vieux surfeur. À l'intérieur de cet archétype-là, je vais faire un groupe. Quelles sont les nuances que je peux avoir? Je peux avoir le vieux surfeur qui a arrêté et qui vient avec nostalgie regarder la mer. Je peux avoir le vieux surfeur qui a jamais lâché et qui est toujours en pleine forme et qui continue à monter sur sa planche. Je peux avoir celui qui a été contraint d'arrêter parce qu'il a eu une blessure. Je peux avoir plein de trucs comme ça. Et je vais aller nuancer ça. J'ai pas encore de personnages qui se dessinent. Et à partir du moment où j'ai cette galerie d'archétypes, là, je vais pouvoir commencer à affiner un petit peu en créant des personnages, en leur donnant de la personnalité. En procédant de cette façon-là, je pars de mon intention, de ce qui est important pour moi dans cette histoire, pour arriver à des personnages. Si je rentre par l'autre bout, c'est-à-dire si je commence à mettre des personnages un petit peu au hasard, je peux avoir du mal à créer du lien entre tous les personnages. Ça peut être intéressant aussi, mais souvent, il va manquer d'un petit quelque chose qu'on ne saura pas nommer. Et ce petit quelque chose qui va manquer, c'est cette unité de l'univers. Ensuite, on va faire la même chose avec les décors. Donc, quels sont les archétypes de décors? Quand je pense aux surfeurs, je pense à la plage, je pense aux récifs, je pense peut-être à des falaises, je pense aux stations balnéaires, je pense aux stations balnéaires hors saison touristique et en saison touristique. Donc après, je vais décliner comme ça, pareil, mes décors de façon archétypale. Et une fois que j'ai choisi, comme pour les personnages, les décors qui étaient les plus intéressants par rapport à mon intention d'histoire, je vais les préciser, les nuancer. Encore une fois, c'est un travail que je peux faire après coup. Si c'est un travail que je fais après coup, je vais observer dans mon histoire quels sont les décors que j'ai mis en place et je vais me poser la question de savoir à quels archétypes je peux les rattacher et est-ce qu'il n'y a pas une manière de les traiter qui soit plus intéressante pour créer de la cohérence et de l'unité dans mon histoire.
Pour ce qui est de la culture, c'est la partie un petit peu plus difficile. On va poser la question des valeurs. Quelles sont les valeurs qu'incarne ce monde-là? Les valeurs, c'est au sens large des choses qui sont importantes, des concepts qui sont importants pour ces humains-là. Ça peut être la préservation de la nature, ça peut être une valeur, ça peut être l'authenticité, ça peut être l'excellence, ce genre de choses. Donc on va nommer quelques valeurs. Et si vous avez besoin d'inspiration, il y a pas mal de listes de valeurs sur Internet dans les trucs de développement perso. On va pas forcément s'attacher très fort à celle-là. Faut imaginer vraiment la valeur comme un concept plutôt existentiel, plutôt philosophique, qui est important et qui est pas juste abstrait, mais qui est aussi un moteur d'action important pour cette culture-là. Et important aussi bien dans les choses auxquelles on aspire que pour les choses qu'on ne veut surtout pas. Dans chaque culture, il y a des valeurs négatives. Il y a des trucs qu'on veut surtout pas être. Souvent dans les milieux artistiques, on veut surtout pas donner l'impression qu'on est corporate. Les Américains, ils utilisent ce terme de suits, les costumes, pour désigner les gens qui sont dans les institutions, chez les financiers, chez les producteurs, etc. Comme un truc, une dénomination un petit peu péjorative. Nous, on est habillés cool et puis on est plus proche de la vie et de la création, alors que eux, ils sont dans leurs petits costumes avec les tableaux Excel, etc. Donc au-delà du côté péjoratif, il y a cette notion que ce qui se dégage, c'est une certaine représentation de la vie, c'est une certaine aspiration à être X ou Y. Ça ne veut pas dire que les artistes ne sont pas organisés et qu'ils ne savent pas être méticuleux. C'est simplement une incarnation d'un système de valeurs, de choses auxquelles on aspire et de choses qu'on rejette, qu'on ne veut pas et qu'on peut considérer comme étant nocives même. Déjà, on va lister ça, on va lister des valeurs. Et ces valeurs, on va essayer de faire en sorte qu'elles parlent aussi de notre thématique, qu'elles parlent de notre histoire, elles ne sont pas là simplement à titre illustratif. Et après, on va se demander pour chaque personnage, pour chaque lieu, comment il représente ces valeurs, comment il incarne ces valeurs. Ça peut être dans des détails, comme je le disais tout à l'heure, sur des tenues, comment les personnages sont vêtus, mais ça peut aussi être dans des comportements, ça peut être dans des manières de parler, dans des expressions, des choses comme ça. Et là, on va voir comment la culture commence à apparaître dans la narration. Après, on va avoir aussi, donc, en partant de la valeur, en partant de la culture, on va avoir des rituels institués. Le rituel, en anthropologie, c'est un truc que fait la culture pour s'auto-entretenir. Ça va être une manière de célébrer certains comportements, ça va être une manière de rappeler de manière symbolique les valeurs justement de la communauté. Ça va être une façon de faire rentrer un étranger dans la communauté, d'introniser à notre communauté quelqu'un qui n'en fait pas partie, une sorte d'adoubement presque. Et puis il va y avoir des systèmes hiérarchiques avec les gens qui représentent plus la culture que d'autres. On va essayer de penser à comment dans notre univers ça se traduit ce truc-là. Quelles seraient les hiérarchies, comment elles se traduisent, quelles sont les hiérarchies officielles, quelles sont les hiérarchies officieuses. Est-ce qu'il y a une tension entre l'officiel et l'officieux? Si on pense à des cultures dans lesquelles il y a l'institution qui est le gouvernement, et puis il y a peut-être le conseil des sages, les anciens, qui arrangent les choses pour la communauté, et tant pis pour le gouvernement. Il peut y avoir des tensions comme ça entre les hiérarchies officielles et officieuses. Ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment à donner corps au groupe, à la micro-société qu'on est en train de constituer. Parce qu'en donnant corps, on donne des repères à notre lecteur, on lui permet de se projeter, on lui permet d'anticiper certaines choses qui peuvent se passer, on lui permet de sentir qu'il y a quelque chose au-delà de la surface. C'est pas juste des gens qui font partie du monde en général, c'est des gens qui font partie d'un ensemble cohérent d'humains et qui se positionnent à l'intérieur de cet ensemble-là. Donc tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour l'expérience de lecture, c'est aussi des choses qui sont intéressantes pour la construction. Une fois que j'ai posé tous ces éléments, je vais me poser la question de savoir comment ils évoluent dans mon histoire, comment j'ai envie de les faire progresser, comment mes personnages se positionnent au début de l'histoire par rapport à leur culture et à la fin de l'histoire. Est-ce que c'est une histoire d'émancipation où on a un personnage qui va sortir de son groupe? Est-ce que c'est une histoire au contraire d'intronisation? On a un personnage qui va être initié au groupe et qui va prendre une place de plus en plus importante. C'est l'histoire du petit paysan qui devient chevalier, c'est Perceval. Ça va être l'histoire du petit étudiant qui devient méga star du basket ou de n'importe quel sport. Donc on a cette espèce de progression dans ce sens-là, où on a le côté émancipation de l'autre côté. On peut avoir des évolutions de la société aussi. On peut montrer comment, si je prends mon histoire de surfeur, comment une génération en pousse tranquillement une autre, qu'est-ce qu'elle récupère de l'ancienne, qu'est-ce qu'elle apporte comme innovation. Donc en fait, en fonction de ce que j'ai envie de raconter sur l'évolution du monde, sur la place de mes personnages à l'intérieur du monde, je vais choisir quels sont les éléments de mon univers que je vais faire évoluer et comment je vais les faire évoluer. Il y a l'évolution littérale, ce que je peux voir précisément, donc un ancien qui est chassé, un petit jeune qui est accepté, je ne sais pas. Et puis il y a les éléments symboliques, comment une façade peut-être de maison change, comment peut-être un uniforme, pas un uniforme, mais un costume change. Des choses qui ont l'air anecdotiques, mais qui en fait portent une dimension symbolique importante. Ça fait déjà un petit peu long, je m'arrête là. En synthèse, l'univers, c'est quelque chose qui est important pour tous les auteurs. C'est quelque chose qui englobe des lieux, des personnages et une culture, au sens anthropologique du terme. Et on va voir comment tout ça interagit
et comment tout ça parle de notre thématique et comment tout ça crée de l'unité. Et à partir de cette unité, on va pouvoir après extraire du sens en regardant comment ça évolue et en venant injecter cette évolution à tous les endroits de notre histoire, tout au long de l'écriture et tout au long du bouquin. Je m'arrête là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ciao!